Est-ce que tu t'es battu dans la rue? Pas le 16e, tu vois. Quand je l'ai connu, il était pas comme ça. Donc, J'étais énervé. Et des fois, on se baladait avec des sacs chargés. faut tout le temps revenir au fondement et à la base des bases et J'ai toujours été un garçon très actif. montrer que toi, que tu peux faire des choses pour inspirer les gens. Ça m'a fait penser à un truc, c'est le fameux dopage. Ouais, bah oui, important. Faut en parler. Bon, je lève mon verre soit à la victoire de Baki, soit à sa deuxième place, ou soit on sait pas. Parce que du coup, on est parti pour un podcast, donc on enregistre un mois précisément avant le micro devant toi. Excuse-moi, je te l'ai pas. Un mois précisément. Un mois Exactement. précisément, donc on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, de sa préparation. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, vous connaissez le résultat normalement, parce qu'on va sortir le podcast juste après. Putain, c'est Donc, épique. je trouve que le storytelling est intéressant. C'est ouf. Bon, comment tu vas, Baki? Présente-toi vite fait pour ceux qui ne te connaissent pas. Bah écoute, moi c'est Dylan Horteux et qui est Baki HD sur les réseaux sociaux. J'ai maintenant 27 ans. J'ai eu 27 ans il y a 5 jours. Hein. C'était le 25 août. Bon Ou il y anniversaire. a 6 jours plutôt. Ou 7, je sais plus, je sais pas très bien compter. Merci. J'ai 27 ans, je suis coach sportif et compétiteur en streetlifting, 2 fois champion du monde et Peut-être 3 du coup là. peut-être normalement 3. Enfin, on fait tout pour en tout cas. Oh, bah c'est bien ça. C'est bien. Donc, on va rentrer là dans ce podcast. On va rentrer un peu dans la tête de Baki. Moi, j'ai envie de comprendre tout le pourquoi du comment. Est-ce que ça fait un moment qu'on se connaît? Moi, j'ai pu un peu voir un peu son évolution. C'était intéressant. Parce que quand je l'ai connu, il était pas comme ça. Donc, on va essayer de rentrer un peu. On va rentrer dans sa tête. Bah, écoute, on va commencer directement. Je vais te poser la question. Pourquoi? C'est difficile à répondre, mais non. Comment tu as commencé le calisthenics? Non, ça va, c'est assez simple à répondre. C'était une suite. Moi, j'ai commencé par la gymnastique. Ok. Donc, suite à ça, le calisthenics, ça s'apparentait comme une suite assez logique pour moi Ok. pour qu'on continue une pratique sportive. J'ai rencontré Nicolas Poignant et qui est Nico Statham à Aulnay-sous-Bois qui pratiquait dans un vieux parc tout pourri. Donc, il m'a proposé de le rejoindre. Moi, je faisais juste des petites tractions, des petites pompes avec mes potes. On s'entraînait comme des fous durant des heures durant. Donc, c'était une suite assez logique pour moi, le calisthenics. Ok, donc pour retracer, ça veut dire que Nico, lui, il est arrivé, il a vu des gens s'entraîner un petit peu dans les quartiers, ce qu'on peut dire un peu. C'est ça. Il voyait des jeunes. C'est ça. Je suis issu de base d'un quartier dans le 93 à Aulnay-sous-Bois. Et puis, on avait un petit. Le parc, il n'est pas exactement dans un quartier. Il est collé à un lycée, tu vois. Mhm. Et c'était un petit peu le point de chute de tous les mecs qui voulaient s'entraîner sans payer une salle, qui n'avaient pas forcément les moyens. J'ai commencé à m'entraîner là-bas, je devais avoir 15-16 ans. Je n'avais pas les moyens de me payer une salle de sport. Donc voilà, parc de street. Et même, je crois fallait- que pour l'histoire, Nico, il ouvrait le grillage, non? Parce que c'était pas la mairie qui Parfois, fermait. exactement. Parfois, il ouvrait le grillage parce qu'il fermait ça la nuit. Et nous, on s'entraînait matin, midi, soir. Hein, il n'y avait pas de faute. Ah, c'est beau, c'est un bon. Ça commence dans la rue avec les Ça moyens du commence bord. dans la donc rue. ça fait Street, plaisir. street workout. Voilà. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est ça qui est cool aussi. On va remettre un peu tout le contexte. Donc ok. Donc tu commences au début gym. Après tu commences avec Nico. Exact. Mais comment t'étais un petit peu? Parce que moi là, j'ai eu des échos comme quoi t'étais un peu le mec qui s'entraînait un peu vénère dans le parc, Bah, qui était trop fort, mais c'est ça. Si tu veux, mon surnom Baki, il vient aussi de ça, parce que Baki, de base, dans le manga, dans l'animé, c'est un mec qui combat, mais c'est un mec surtout qui s'entraîne énormément, tu vois, qui fait des entraînements de 2-3 heures, des entraînements de malade, impossible et tout. Et c'était un petit peu moi, tu vois. Je m'entraînais pendant des heures durant, ça n'avait ni queue ni tête. tout seul ou avec des gens? Les deux, Ok. tout seul, des fois avec des gens, avec mon équipe de l'époque. Donc voilà, j'étais un peu matrixé par les animés, bon, comme maintenant, mais un petit peu moins maintenant, tu vois. Ah, c'est toujours ta motivation quand même. C'est toujours une de mes sources de motivation. Et ouais, on s'entraînait, tu vois, j'étais énervé. Et qu'est-ce que tu faisais comme entraînement, tu vois, au début? Ça, Des c'est entraînements intéressant. d'endurance, mais longs, tu vois, c'était des séries de 10, 15 tractions, t'en avais je sais pas combien, après c'était des pompes, un peu d'haltères, des squats au poids du corps, des dips, enfin, tout, de la corde. Des fois, tu vois, on se battait un petit peu après corps à corps, et tout. Enfin, c'était vraiment... Ça n'avait ni queue ni tête.
C'était la bonne époque, tu vois. C'était l'insouciance, non, pas de programme, juste se dépasser. Donc, et puis, donc le contexte, là, à ce moment-là, c'était... Parce qu'on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Le contexte, je trouve ça important. Le contexte, c'était la rue et les moyens du bord. Donc, vous emmenez des kettlebells, j'imagine, pour aller vous entraîner. C'est ça. C'était vraiment... C'est ça, c'était ouf parce que, tu vois, moi, mon quartier, c'était Chanteloup à Aulnay-sous-Bois. Donc, on devait marcher, franchement, un bon 15-20 minutes, peut-être même plus. Hein, je dirais peut-être 20-25 minutes. Moi, j'ai plus trop le repère, ça fait un petit moment. Jusqu'au parc de Street qui était collé à un lycée Gérard Philippe, si je dis pas de bêtises. Non, ça, c'était un collège, bon, je sais plus, bref. T'es collé à un lycée Jean Zay, voilà. T'es collé au lycée Jean Zay. Pour ceux qui connaissent. Lycée Jean Zay, dédicace. Dédicace au lycée Jean Zay. Et juste à côté, t'avais le parc, tu vois. Et des fois, on se baladait avec des sacs chargés de poids de 5, de 10 kilos, des haltères et tout. Enfin, quand t'es à cet âge-là, t'es déter. Tu fais tout pour atteindre ton but. Et nous, notre but, c'était de devenir fort et endurant, etc. Ah, ça fait plaisir. Parce que je sais pas si, actuellement, tous les jeunes qui commencent, ils sont passés par là. Parce que je pense que là où on se rejoint, c'est oui, tu n'avais pas accès à une salle ou du moins financièrement c'était trop compliqué. Vous y allez, vous faisiez avec les moyens du bord. Ouais. Alors que maintenant c'est beaucoup plus accessible avec les Fitness Park, les Basic Fit, donc c'est peut-être différent. Mais je trouve qu'il ne faut pas perdre cette âme-là du début, tu vois, où tu t'entraînes comme tu peux. Quoi qu'il en coûte, tu y vas. Exactement, on en parlait avec André Strong, il a la même vie, quoi. Vélo, tu prends des poids dans ton sac et tu y vas et tu as vraiment la déterre et c'est ce qui fait, je pense, l'athlète que tu es aujourd'hui, tu vois. Je pense aussi, en grande partie. Donc voilà, ça c'est le premier contexte. Donc ça c'est intéressant, mais à cette époque-là, tu t'en fichais, tu pensais pas que ça allait être ton métier, que tu connaissais rien, tout ça. Ton but c'était juste de recopier ce que tu voyais dans les animés, en gros. C'est un peu ça. Écoute, moi, mon but c'était de recopier ce que je voyais dans les animés. Okay. C'était je me prenais pour, entre guillemets, pour Baki. Je voulais devenir, faire des one arm. Je voulais être entre guillemets, un super héros, tu vois. Donc, ça part là, on va arriver progressivement à ça. Ton but, quand même, c'est d'être le plus complet possible. L'athlète, en tout cas, parce que Baki, qui est le personnage... C'est ça, il court, il fait du grappling, il fait ce qui s'apparente maintenant à du MMA, on peut le dire. Il est fort, il est endurant, il est flexible, enfin, il est tout, quoi. Et du coup, ça, c'est important, parce que je trouve que la base, il faut tout le temps revenir au fondement, et à la base des bases. Et tu vois, je ne savais même pas ce côté-là de toi, que je me doutais que si tu t'appelles Baki, ce n'est pas pour rien. Mais du coup, la petite graine, à part de là, quand même. Oui, bien sûr. On en parlait. C'était la base. C'était vraiment la base. Et puis, pour la petite histoire, Nico, il sait très bien. Il m'a ramassé, en même temps, il m'a dirigé vers le street workout. Donc, moi, je l'ai suivi et ça a donné ce que je suis maintenant. Mais si Nico n'était pas là, je ferais sûrement des sports de combat là. Au moment où je te parle. Est-ce que tu t'en faisais au début un petit peu ? J'ai fait un petit peu de kickboxing. Est-ce que tu t'es battu dans la rue ? Ah, voilà. Un petit peu, ok. Non, mais ça fait partie. Hein. Ça fait partie du truc. Hein. En même temps, pour ceux qui connaissent, 93, Aulnay-sous-Bois, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas... Donc, est-ce que tu considères que... C'est pas le 16e, tu vois. Ok. Est-ce que du coup, tu considères que... oui, donc si Nico, en fait, t'avais pas cadré d'une certaine manière, ça aurait été peut-être le MMA qui t'aurait cadré. Alors, le MMA, à proprement parler, je sais pas, mais les sports de combat, ça, c'est sûr et certain. Ok, c'est intéressant. Ok. Parce que tu avais quand même cette vision de le sport, il peut quand même me donner des bonnes leçons de vie, des bonnes valeurs de vie, ou tu t'en foutais, c'est juste que... J'ai toujours été un garçon très actif. Ok. Et j'ai toujours aimé le sport. Donc, j'ai commencé par le foot, j'étais extrêmement nul. Faut le dire. Jamais joué au foot. Oui, tu me verras jamais parce que je suis éclaté. Mais par contre, j'ai toujours été un garçon attiré par la pratique sportive, la dépense physique et l'expression corporelle. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours drivé depuis petit. Ok. Donc, c'est intéressant. Ok, on va arriver un petit peu... là, on a vu un peu d'où monsieur Baki vient, monsieur Dylan Heurteux. Enchanté. Le champion du monde pour la 3e fois, on ne sait pas. Je lui mets la pression. Pour la 3e fois. Ça se trouve là, à l'heure où on parle... Avec un record de 600. Il est où ? Ah, c'est bien ça. Ça, j'aime bien ça. Du coup, est-ce que tu avais un peu des exemples dans le sport ? Du coup, on en a parlé, il y avait Baki, mais est-ce que dans la vraie vie, tu avais au moins des exemples qui t'ont drivé un peu là ? Plus jeune, je regardais énormément Boakai pour Pramuk, ou il s'appelle Ben Chamek, je sais plus. Bref, Boakao. C'est un
un Muay Thai fighter. Ah ouais, donc tu es vraiment dans les sports de combat depuis longtemps. Mais si Nico m'avait pas mis dans le monde du street workout et là, tu serais à l'UFC là. Je sais pas où je serais, mais en tout cas, j'aurais été dans les sports de combat. Ça, c'est sûr et certain. Si tu veux, c'était pas notre vie, mais quand t'es dans le 93, tu kiffes un petit peu la violence, ce genre de trucs. Et puis même maintenant, moi, je kiffe toujours ça. Tu vois. Après les championnats du monde, moi, j'espère que je pourrais. Justement, on va y arriver. On va y arriver. Alors, ok, donc ça c'est un peu le début. Donc moi, ouais, je t'ai connu. À partir de là, c'était une des personnes qui m'a inspiré. Donc quand on parlait d'exemple, toi, t'as été inspiré par certaines personnes, mais tu as reproduit ça. Donc je trouve que ça c'est très important de reproduire un petit peu, d'avoir de l'impact sur d'autres personnes. Mais du coup, quand je t'ai connu, tu étais quand même quelqu'un. Moi, je te voyais un peu introverti. Tu avais une grosse carapace. Et j'ai l'impression, moi, le gros déclic, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, j'ai l'impression que le gros déclic, c'est quand tu as vraiment su que c'était ça, en fait, ton identité, genre le calisthenics. J'ai l'impression, au début, tu savais pas si tu allais faire coach, tu savais pas si tu avais envie de vraiment faire de ça, en fait, un peu ta life, tu vois. Et j'ai l'impression que quand tu as compris ça, tu t'es beaucoup plus ouvert, beaucoup plus investi aussi. Et là, j'ai fait, ah ouais, là, il y a... Là, c'est le Baki que je voulais voir et encore plus. Et là, maintenant, peut-être à l'heure où on parle, c'est une autre phase qui va arriver. On va en parler. Mais est-ce que déjà, cette première phase est bonne ou comment toi, tu l'as senti ? Non, c'est vrai, tu as bien analysé. Si tu veux, je le suis toujours encore. C'est un truc sur lequel j'essaie de travailler. J'ai toujours été un garçon plus ou moins timide, même si ça se voit peut-être pas, je sais pas, mais introverti, dans ma bulle, dans ma carapace. Et lorsque j'ai décidé de dédier ma vie au sport et au partage, et pour devenir coach, j'étais obligé de faire un effort sur l'humain et sur le relationnel. Tu vois, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Même aujourd'hui, je pense que j'ai encore des lacunes à ce niveau-là. Donc tu te considères plus introverti qu'extraverti ? Genre j'ai les deux côtés, mais le côté qui va ressortir, ça sera toujours, je pense, le côté introverti. Est-ce que tu récupères ton énergie en étant avec des gens ou en étant tout seul ? Ça dépend la qualité des gens que je côtoie. Sinon, ça va être tout seul. Du coup. Ok, intéressant. Ouais, ok. Et du coup, donc, toi, tu as eu ton BP, tu as fait ton BPGEPS. Exact. Et à partir de là, tu as commencé à coacher en calisthenics. À partir de là, en calisthenics, pas forcément, mais voilà. J'ai commencé à coacher en salle de sport. Je coachais déjà avant d'avoir mon diplôme, parce que Nico avait sa salle associative. Ouais. Dans la salle de gym. Dans la salle de gym, et je donnais pas mal de cours déjà à cette époque. Donc tu avais déjà un peu cette envie de partager ta passion, partager tes connaissances. C'est ça, partager mes connaissances. J'étais déjà compétiteur, mais bon, à mon petite échelle à cette époque-là. Donc, en vrai, j'ai commencé à coacher très très tôt, mais légalement, j'ai commencé à coacher après avoir mon diplôme, en salle de sport et aussi en ligne. En fait, je m'interdisais. J'avais un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Je m'interdisais de coacher. Je voyais énormément de personnes coacher sans diplôme. Et puis, ça continue encore maintenant. Mais moi, je m'interdisais de coacher sans avoir ce diplôme. Tu vois, c'était important pour toi. Pour moi, c'était important. Je voulais avoir une légitimité à ce niveau-là. Mais est-ce que tu commençais déjà un peu à te former tout seul Je commençais à m'intéresser à lire des livres, à regarder des vidéos. Est-ce que tu as eu... je pense que j'ai la réponse, peut-être. Je viens de poser souvent les réponses sont dans les questions. Est-ce que tu considères avoir eu un petit mentor quand même pour ça ? Est-ce que tu as suivi un... Oui, j'ai suivi Nico. Voilà. Évidemment. Non, mais quand j'ai posé la question, je suis parti dans le même centre de formation que lui. Ouais. Nico, ça a été et ça sera toujours une personne qui m'a énormément poussé, aidé, drivé. Et sans lui, moi, je sais pas, peut-être qu'on le remercie pas parce que je ferais peut-être autre chose. Peut-être tu as été champion de l'UFC là. Non, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé et je lui dois beaucoup. Donc, énormément de respect à Nicolas Poignant et qui est Nico Statham. Est-ce que je pense que tu avais un peu besoin de ça, tu avais besoin d'un cadre, je pense, au début. Évidemment. Et d'ailleurs, j'ai toujours besoin. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un cadre pour avancer. C'est important, ça, de le dire, tu vois. Parce que, surtout, maintenant, ça commence à être de plus en plus commun de voir des coachs de street.
Mais au début, on était tous un peu perdus. On savait que ça, c'était notre sport prédominant, mais on ne savait pas si on pouvait en vivre, en fait, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants, on n'en connaissait pas. Et du coup, des mecs comme Nico, c'était vraiment... Enfin, c'est un précurseur. Hein. Voilà. C'est vraiment important. Ouais. Très important. Parce qu'il a vraiment cette façon de l'idée, cette façon de cadrer les choses pour dire, mais si, c'est possible. C'est quelqu'un de très charismatique, qui n'hésite pas à aider les gens, qui donne de sa personne et qui a utilisé ses connaissances pour... il nous a un petit peu pris comme des cobayes, c'était assez marrant. Il testait énormément de méthodologie, tu vois, qu'il avait appris lui-même en passant ses diplômes et de par ses connaissances. Donc voilà, c'était vraiment la belle époque. Une époque familiale, une époque d'entraide et d'accomplissement. Ok, dédicace à Nico Statham. Dédicace à Nico. Lien dans la description. Ok, donc on a vu un peu, t'es arrivé, t'as été coach. Et la deuxième transition que j'ai vue aussi de toi, la deuxième recherche, parce qu'on revient à ce qu'on disait, t'as besoin de cadre, t'as besoin de contexte. Là où je trouve que t'as encore passé un level up sur cette identité, c'est avec l'arrivée du street lifting. Ouais. Parce qu'avant, tu disais oui, je suis juste pratiquant de calisthenics et tout. Et à un moment, t'as dit non, je suis quand même avant tout un street lifter et je suis un des meilleurs, si ce n'est le meilleur street lifter. Le GOAT. Enfin, si tu veux, avant, on pratiquait ce qu'on appelait le street workout. Et le street workout, c'est une grande famille qui regroupe plusieurs disciplines à l'intérieur. Donc, le freestyle, le set and reps, et maintenant le street lifting. Mais avant, il n'y avait pas vraiment de street lifting. Street lifting, c'était plutôt de l'endurance de force. Donc, tu avais des compétitions de l'Est, dips 148 kg, traction à 32, etc. etc. Donc, j'ai essayé de faire un petit peu tout, tu vois. J'ai fait un peu d'endurance, j'ai gagné les championnats de France en endurance d'ailleurs. Traction, dips, etc. Au poids du corps. J'ai aussi gagné des compétitions en endurance de force, lesté à 48 kg, à 32, en République tchèque, un peu partout. On est parti à Londres aussi, on est parti... voilà. Tu faisais toutes les compétitions qu'il y avait. Je faisais toutes les compétitions, que ce soit de l'endurance au poids du corps dans ma catégorie ou de l'endurance de force. Pas de freestyle. Ça m'intéressait pas d'endiner sur la barre. Et sans manquer de respect, bien sûr. Pour moi, je dissocie aussi, il y a deux freestyles. Pour moi, il y a le freestyle force et le freestyle agilité. Et je suis beaucoup plus... Statique, moi, j'aime bien. Voilà. Et après est venu le street lifting. Donc, la recherche vraiment du 1RM, de la force, tu vois. Et là, ça m'a permis de transitionner. Moi, qui ai toujours été lourd, qui était même lourd dans les compétitions, qui avait déjà un bon physique dès mon plus jeune âge. Ça a été pour moi, pas une révélation, mais une suite logique. Un petit peu comme la gym avec le calisthenics. Ok, tu t'es dit, c'est là où je peux performer le plus, où je peux... Ça m'a attiré assez naturellement. Qu'est-ce qui t'a attiré ? La recherche des gros poids, de soulever du lourd. Je maintenais quand même du street workout à côté, donc je faisais quand même mes petites figures parce que j'aime toujours ça. Un petit peu d'endurance, même si après j'ai commencé à mettre l'endurance de plus en plus de côté et à être de plus en plus spécifique. Mais ça commençait à m'attirer, tu vois, ce côté de soulever lourd, les 1RM, d'aller chercher toujours plus lourd. Et on ne connaissait pas les limites de notre sport, parce que c'est un sport qui est nouveau. Tu vois, le street lifting, c'était aller chercher des max sur des mouvements qui n'ont jamais été vraiment testés. Enfin, du moins, pas à ma connaissance. Donc, c'est ça qui te... Je voulais voir. C'est ça qui te chauffait. C'est ça qui m'a drivé, ouais. Ok. Du coup, donc, pour ceux qui connaissent pas, qui tombent un petit peu sur ce podcast, même si ça m'étonnerait, parce qu'on est quand même très niché. Je pense que ceux qui regardent le podcast, ils connaissent très bien. Mais du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment, t'as quatre mouvements, muscle up, traction, dips et squat. Et il faut soulever le plus lourd. C'est un peu le format powerlifting. Il faut un format power, haltérophilie, c'est exactement ça. Voilà, donc là, peut-être qu'il a fait les fameux 600 kilos. Je les ai faits. Je les visualise tout le temps. Donc voilà, ça c'est, on va dire, la deuxième phase, troisième, parce qu'on a vu, troisième phase. Pour moi, c'est la troisième phase de Baki, ça. Troisième phase de Baki. Le street lifting, c'est mon identité et j'ai envie quand même de marquer le coup de ce sport et de faire 3 fois possiblement champion du monde. Sauf que il y a un petit peu de réflexion derrière, comme on en parlait. Est-ce que c'est un truc que tu as envie de continuer ? Est-ce que tu te vois continuer le street lifting ?
Et est-ce que tu... Ouais. Bah alors, pour revenir un petit peu sur le début, avant de te répondre, j'aurais jamais imaginé déjà de devenir champion du monde une première fois. Quand j'ai fait mon premier championnat du monde en Ukraine, pour moi, c'était incroyable. D'ailleurs, c'est sous les couleurs de la SWAT Team, mon ancienne équipe. C'était fou. Après, très naturellement, dès que le squat a été intégré, parce que de base, avant, il n'y avait pas de squat. Il n'y avait que traction et dips. Donc, quand ils ont intégré le squat, là, c'était vraiment le Graal. C'était le moment de dire aux gens, voilà, on est complet, on a aussi les jambes. Donc, je me devais de faire cette compétition. Et là, le troisième, donc championnat du monde, c'est vraiment pour marquer le coup et dire, voilà, entre guillemets, j'ai fini le jeu. J'ai envie de finir le jeu et de pouvoir mais tu te vois pas passer à autre chose. Voilà. C'est pour ça que je voulais revenir là. On va y arriver. Passer à autre chose, j'aspire à faire plus maintenant, ou du moins différent. On revient à la base, ce que tu as envie quand même avant tout, c'est d'être le Baki des mangas, et peut-être que du coup dans le street même différent maintenant. C'est-à-dire même plus que ça, j'ai juste envie de voir jusqu'où mon corps peut aller dans différentes pratiques. Okay. Pas forcément street lifting, mais on en avait déjà discuté. J'aimerais voir si je peux être vraiment endurant, en course. Je te parle pas d'ultramarathon tout de suite, mais du moins commencer à semer des petites pierres en vélo, aller beaucoup plus loin dans la pratique aussi du statique, acquérir des figures que j'ai jamais eues, le one arm, la full planche, ce genre de choses, tout en maintenant un gros niveau de force. Enfin, faire de la natation, moi je nage pas très bien, j'aimerais développer des skills en fait que j'ai pas, tu vois. C'est en tout cas ce que j'aspire là. On verra après les championnats du monde, parce que les choses peuvent changer, tu vois. Si jamais je fais un mauvais résultat, je peux avoir cette dalle de me dire ah non, ça dépend comment ça se passe. Et là, tu penses que si tu fais tu refais un troisième titre de champion du monde, tu n'auras plus cette dalle, cette énergie de refaire parce que c'est un jeu que tu connais et que... Je l'aurais, mais j'ai envie de la mettre de côté pour aller explorer autre chose et utiliser justement cette énergie-là pour autre chose. Parce que je suis un compétiteur dans l'âme, donc ça ne changera jamais, mais tu peux compétiter dans une compétition et tu peux compétiter pour toi-même pour développer d'autres compétences. Tu n'es pas forcément obligé d'être dans une structure ou avec des règles et un public. Tu vois. Ça peut être toi contre toi. C'est ce qu'on en parlait avec Nico dans le podcast précédent. Je trouve qu'il y a une grosse vague un petit peu de ça. Je pense que c'est la mentalité shonen. Il n'y a pas que on veut vraiment être le plus complet possible. Et je sais pas pourquoi. Moi, j'ai trop cette image du mec un peu comme ça, tu vois, qui est en lévitation et qui a plein de cercles autour de lui. Tu vois, le cercle... Terre, eau... Ouais, un peu, mais du coup, dans tous les domaines de la vie. Et même dans les domaines de la vie, tu sais, la famille, le business... la vie sociale, tu vois, essayer d'augmenter tous ces curseurs en même temps. Enfin, pas en même temps, mais à la fin de ta vie, tu essaies d'augmenter tous ces curseurs et que tu n'as pas juste augmenté un. Mais je tiens, moi, à préciser que les mecs qui sont très spécifiques et qui sont, tu vois, 10 fois champions du monde en powerlifting, par exemple, moi, j'ai un énorme respect pour ça parce qu'eux, ils sont dans la spécificité, pardon, et ils lâchent pas, tu vois. Et ça, ils ont une rigueur de fou. Mais je pense que c'est là où on se rejoint. On a envie d'explorer, on a envie d'aller plus loin, on n'a pas envie d'être sur notre lit de mort et se dire putain, j'aurais peut-être pu être meilleur là-dedans, tu vois. Alors, c'est ça. Meilleur, je sais pas. Je pense que j'ai quand même une prédisposition pour les sports de force ou autres. Mais j'ai toujours eu cette envie-là depuis longtemps. C'est un truc qui est en moi. Donc, si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire, tu vois. Mais du coup, moi, je veux voir c'est quoi le profond derrière. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de développer toutes ces compétences-là? Je sais pas, c'est une envie je dirais pas d'être surhumain, mais presque. C'est une recherche de plus. C'est une recherche de tout et rien à la fois. C'est bizarre à dire, mais j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Après, c'est pas que sportivement parlant. Hein. Là, j'ai beaucoup évolué à ce niveau-là. J'ai envie de développer même mes côtés artistiques. Tu vois, là, il y a pas très longtemps, j'ai noté... ce que je fais jamais, j'ai noté sur un cahier que j'ai acheté mes objectifs pour mes 27 ans. J'ai pas noté pour l'année parce qu'en fait, pour moi, ça m'intéresse pas de noter à l'année. Je préfère noter à l'année par rapport à mon âge. Ouais. Donc 27 jusqu'à 28, etc. Ça fait mon année à moi. Et j'ai noté développement artistique, apprendre un instrument. Big up à Vinceski, Vincent Essertel qui m'inspire beaucoup à ce niveau-là.
Et d'autres skills. D'autres skills, que ce soit professionnellement parlant, sportivement parlant, mais aussi personnellement parlant, avec la famille, les relations, etc. Donc en fait, c'est un tout, c'est un enchevêtrement de beaucoup de choses qui te permettent en fait d'avoir un tout. Et du coup, donc le sport, c'est la base. Tu pars du sport, mais en fait, tu as envie de transposer ça dans la vie de tous les jours. C'est exactement ça. Le sport, c'est une très bonne école. C'est magnifique, avec des belles valeurs. Et j'ai juste envie de transposer ça, comme tu l'as dit, sur un petit peu tous les champs possibles et imaginables qui m'intéressent, moi. Et justement, moi, j'ai hâte de voir cette phase 4. Là, c'est la phase ultra instinct. De ouf. Bah ouais, justement, tu sais quand j'allais te poser la question sur ça. Ouais, bah oui. Okay, parce que moi, j'avais pas capté, mais dans Dragon Ball Super, là, t'as Goku qui est en ultra instinct et t'as Vegeta qui est en ultra ego. Ultra ego. Et du coup, j'allais parler de l'ego, justement. Parce que. Je suis plus ultra ego, moi, en vrai. Justement, voilà, on allait y arriver. C'est que pour moi, l'instinct, c'est, comme on en parle avec Nico, c'est écouter vraiment sa voix intérieure et de pas écouter son ego. Et c'est pas facile. Et l'ego, c'est est-ce que je suis capable de dire, est-ce que je suis capable de laisser mon ego de côté et de commencer un sport où je suis nul, tu vois. Et moi, c'est pour ça que je suis très, très curieux de te voir là-dedans. Et là, tu vas... pour moi, tu t'auras tout rempli mon respect. Disons, si je te vois vraiment commencer très, très bas, je sais pas où, en course à pied, par exemple, et que tu me sors un marathon, là, je dis, OK, il a tenu sa parole, il a mis son ego de côté, il a écouté sa petite voix intérieure qui est « j'ai envie d'être le mec le plus complet ». Tu t'es pas venu te raccrocher à ce que tu es bon de base, genre le streetlifting. Donc, je suis curieux de voir ça. Après, voilà, comme tu dis, le temps peut faire que, tu vois, à un moment aussi, t'as une identité à tenir qui est le champion. Donc, à un moment, si on te demande si tu es obligé de reconfirmer que tu es encore le champion, voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Tu vois, donc, je ne sais pas du tout, oui, c'est sûr. Je ne connais pas l'avenir. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ne connais pas l'avenir. Je ne vais pas te dire que dans 1 an ou 2 ans, je ne vais pas refaire une compétition de streetlifting. Ça, on ne sait pas. Ça dépend comment le sport il évolue, mes attentes, où je serai, ce que je ferai, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai envie d'avoir genre, une année sabbatique de ne pas faire de compétition, en tout cas de streetlifting à proprement parler, donc de 1RM. Parce que est-ce que tu kiffes le process là? Bah là, je kiffe le process parce que j'ai vraiment mis tous les moyens. Là, c'est ma préparation la plus aboutie. Je suis parti à Bali pendant 6 mois. Je suis pas parti en vacances. Tu vois, y a des gens qui partent 2 semaines. Je pense qu'ils profitent beaucoup plus de Bali que moi en 6 mois. Moi, je suis parti dans un camp d'entraînement pour être coupé un petit peu et être vraiment dans ma bulle et mettre toutes les chances de mon côté pour développer la version la plus aboutie, du moins essayer d'avoir la version la plus aboutie de Baki Streetlifter et remporter ces 3e championnats du monde. Donc je kiffe le process parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est très dur, parce que là, pour le coup, j'essaie de optimiser tous les paramètres possibles et imaginables qui sont en ma possession, donc c'est très, très compliqué. On arrive à ça, c'est que quand tu arrives... quand tu as un très bon niveau dans un domaine, augmenter juste d'1%, ça demande énormément de sacrifices et d'énergie. Et je pense que, et c'est tout ça, le respect profond que j'ai pour les Nadal qui gagnent 13 ou 14 fois Roland Garros, parce qu'ils connaissent le jeu, mais ils le répètent, ils sont trop, trop forts, tu vois, c'est des machines. Mais d'un point de vue humain, c'est la question qu'on se pose, est-ce que c'est le truc le plus enrichissant? Je ne sais pas. Parce que tu passes à côté d'énormément d'exploration, est-ce que... Ouais, tu aurais pu aussi être bon dans un autre domaine, etc. Donc, voilà, il y a tout un levier, mais c'est pour ça qu'il y a un profond respect, parce que je vois Baki qui met toutes qui essaye d'optimiser tout, et en plus, en force, des fois, c'est pas agréable, parce que tu as envie de t'entraîner, par exemple, et tu te dis, non, si je m'entraîne là, ça va créer une dette d'énergie pour le lendemain. Et tu n'es pas libre mais à 100%. T'es pas du tout libre, mais ça fait partie du jeu. Tu n'es pas là pour être libre, tu es là pour... remplir ton cahier des charges et gagner tes échéances, du moins être le plus fort possible le jour J. Et puis si tu commences à faire tout et n'importe quoi, tu vas pas être performant sur tes jours d'entraînement et tu vas le payer lors de la compétition. C'est pas le but. Ah, mais c'est ça qu'il faut... Parce que les gens, je pense qu'ils voient pas tout le en dessous. Tu vois, même des trucs tout courts, mais tu vois, quand des activités ici, tu as envie de faire une activité à Bali, tu vas toujours te poser la question de... Est-ce que je suis pas en train de mettre ma santé en péril, de pas bien récupérer? Et ça peut jouer sur ta performance finale. Tu vois. En tout cas, tu peux avoir des regrets le jour J. C'est ça qui est frustrant. Et j'en veux pas.
Ouais. C'est pour ça que je fais tout ça. J'en veux pas. Je suis pas venu ici pour avoir des regrets. Je suis venu ici pour justement ne pas en avoir et mettre toutes les chances de mon côté. Donc, voilà. Et du coup, quoi qu'il arrive en soi, tu sais que tu n'auras rien à te reprocher, tu vois, même si tu... Peu importe ce qui arrive, j'aime pas trop dire... j'ai du mal. Mais c'est important. Non, mais... On sait, voilà. Peu importe ce qui arrive, même si j'arrive pas à décrocher le troisième titre, j'aurais donné tout mon possible. Donc, je pourrais que être fier de moi et du parcours. Okay. Du coup, je vais rebondir sur un petit truc là. C'est le mail d'ailleurs que j'ai écrit ce matin. C'est le contexte, tout simplement. Parce que du coup, moi, j'aime bien réfléchir comme ça. C'est, comme on dit, là, repartir de la base ou repartir du contexte. Et du coup, donc, notre sport, qui est donc de base le calisthenics, moi, j'aime bien l'appeler comme ça, parce que moi, le calisthenics, c'est hyper large, en fait. C'est tout ça, c'est toutes les figures, c'est la force, c'est l'endurance, c'est la vitesse. Enfin, c'est hyper large. Et donc ça serait notre contexte un peu rêvé. Là, en ce moment, si on dit street lifting, le contexte en ce moment, ça va être des 1RM, même s'il y a toujours des... Pour moi, c'est pour ça que je tiens tout le temps à le préciser, le street lifting, c'est pas juste des 1RM. Hein. Pour moi, je vois ce qui m'a chauffé, par exemple, à faire du street lifting, c'est quand j'ai vu un battle Zod contre Lee White Turner, où c'était du lesté, quoi, des muscle-up à 10 kilos, des squats à 100. Moi, c'est ça qui me chauffe de fou. Et en plus, c'était un battle. Donc, on va arriver à ce truc-là. Pour moi, avec nos mentalités, ce qui répond le mieux à ça, c'est les battles. Parce que il y a énormément... Là, c'est presque un jeu infini et je pense qu'on peut se régaler. Là, tu vois, comme on dit, peut-être le street lifting, tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour et tu sens que tu peux passer à côté de certaines choses, alors que les battles, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as tout à explorer en termes de qualité physique et en termes de figure, en fait. Ouais, ça se rapproche un peu du CrossFit, même si nous, on gardera toujours cette identité de forme. Exactement. De qualité et ça sera gestuelle. des 1 contre 1 aussi, ça sera différent. Et ce sera des 1 contre 1, donc tu as aussi le truc. En CrossFit aussi, quand même, quand ils font leur épreuve... ils sont sur une ligne, ils sont sur une ligne, mais oui. Bon, mais ça reste quand même passé 1 contre tous. Ouais. Mais ouais, les battles, c'est un truc qui m'intéresse de fou, tu vois, parce que c'est ludique déjà. Ouais. En plus, t'as tout. T'as un peu de street lifting, t'as du set and reps, t'as énormément. Tu peux avoir de l'endurance, tu peux même, pourquoi pas, mettre du cardio à l'intérieur. Enfin, c'est un truc infini qu'on n'a pas encore réellement exploré, donc tout est à faire. Donc le format battle spécifique en calisthenics, c'est vraiment de la bombe à voir par la suite. Tu vois, le mail que j'écrivais ce matin, c'est le battle Là, on a fait des... Donc, par exemple, là, toi, tu aurais aimé les faire. On revient à ça. Tu aurais aimé faire les battles qu'on a fait là pour YouTube. Mais comme tu es dans une prépa, tu peux pas. On revient à ça. Tu vois. C'est ça. Tu es obligé de te discipliner là-dessus. Mais moi, la réflexion que j'ai eue derrière, c'est que, tu vois, donc il y avait André Strong et Nico et moi-même. Et à chaque fois, quand on faisait un battle, on était en train de chercher les exercices. Et à chaque fois, il y avait « Ah ouais, mais moi, je peux faire ça. Moi, je peux pas faire ci. » On était en train d'équilibrer. Et du coup, je suis arrivé à la conclusion que, en fait, la discipline, dans la vie, c'est vrai, et dans les battles, c'est vrai, c'est que la discipline offre la liberté, tu vois. Donc, ça veut dire que ma réflexion derrière, c'est que, par exemple, moi, je sais que je peux pas faire un battle avec des handstand push-up, mais ça me casse les couilles, tu vois, de pas pouvoir être libre de faire ça, tu vois. Ouais. Du coup, il faut que je me discipline à faire ça pour être bon là-dessus et me dire, ouais, n'importe quel battle, je suis prêt, tu vois. Et t'imagines, là, le jeu, mais il est infini. Oui. Après, là, c'est incroyable. Ça ouvre toutes les portes. Hein. Voilà. Et pareil pour les qualités physiques. Ça veut dire que dans un battle, il y aura des mecs qui sont spécialistes, tu vois, comme toi, en force. Mais si on met un set, je sais pas, 20 tractions à ému, tu vas devoir faire le taf sur l'endu. Bien sûr. Et là, c'est intéressant. Et là, tu es bon dans toutes les qualités physiques et bon dans toutes les figures. Par contre, on peut dire, t'es moyen partout, t'es bon nulle part. Mais moi, je suis sûr qu'avec le temps, on sera bon partout. Oui, de toute façon, tu seras bon. Non, mais tu seras bon partout. Tu seras juste pas excellent. C'est ça, faut accepter. Mais il faut accepter. Moi, ça me va personnellement. Ça te va ? Même en streetlifting, je suis pas le meilleur dans un domaine. Ouais. Si j'ai gagné, c'est parce que je suis bon partout. Exactement. Je suis équilibré. Sur les 4 mouvements. C'est ça. Alors que souvent, il y en a, ils disent mais les mecs des pays de l'Est, ils sont plus forts que Baki. Mais non, ils ont pas de jambes. Tu les mets sur les 4 mouvements. Ah non. Ils sont pas. Donc c'est la même chose en fait. Sans être prétentieux, les mecs de l'Est, ils sont pas plus forts que moi. Mais peut-être sur un mouvement, tu vois. Voilà, non, parce que même pour la plupart des mouvements, ils sont pas rep déjà. Donc à partir du moment où tu respectes pas les standards de compétition,
ton mouvement, il n'a même pas lieu d'exister et d'être référencé. Donc voilà, il n'y a même pas de débat quand ça. Non, mais voilà, du coup, c'est pour remettre les choses dans le contexte. C'est que même de manière microscopique dans le streetlifting, bah, tu es le plus complet, tu vois. Ouais. Et du coup, on peut transposer ça sur maintenant les qualités physiques, les figures, etc. Enfin, sur la vie en général, c'est vraiment. Et après, dans la vie. C'est ça. Donc, c'est vraiment c'est la deuxième. La quatrième phase. La quatrième phase. Ouais. Donc, non, toi, tu es ultra égo. Donc, j'espère que là. Je suis un mix. C'est pour ça que j'ai mis la lumière rouge, parce que je veux qu'il y a du sang qui coule lors des championnats du monde. Et surtout, du coup, ultra égo, c'est les cheveux violets. Donc, il faut que tu te fasses une teinture violet. Tu sais, j'ai une pression qui est extrême pour ces championnats du monde. Je pense que j'ai jamais eu autant de pression. Et c'est toi qui te la mets ou c'est quoi ? C'est moi qui me la mets. Et je me la mets par plusieurs biais. C'est-à-dire que le premier, c'est que j'ai invité mes parents à la compétition. Ok. Tu vois ? Donc, mes parents vont venir à la compétition. Mon frère aussi sera là. Ma famille sera là pour mes 3e championnats du monde. Et ça, c'est important pour toi ? C'est important pour moi parce que ça me fout. En fait, j'y pense tous les jours. Tous les jours, je me dis j'ai envie de rendre fier ma famille, que ce soit avec le sport ou autre, hein, bien sûr. Et là, le fait de savoir qu'ils vont être là, je ne peux pas les décevoir. Tu auras aussi énormément de personnes qui comptent, qui vont venir, qui vont faire le déplacement de France ou autre. Donc ouais, je me mets la pression comme ça. Je peux pas. On ne sait pas ce qui va se passer, tu vois. La vie, c'est rempli de surprises, mais pour moi, ce championnat du monde, il est vraiment très, 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 très spécial. C'est vraiment beau ça, parce que du coup, je trouve que c'est une valeur très importante, c'est que tu préfères quand même rendre fiers les personnes proches autour de toi, donc ta famille, plutôt que réussir tout seul et que tout le monde te félicite, mais en fait après on t'oublie, tu vois. Genre eux, ils oublieront jamais ce jour-là, je pense. Tu vois. Donc c'est ça le plus important. Et puis c'est peut-être l'un de mes derniers. Ça fait des années que j'entends ça. Oui, mais là je pense, pour être honnête avec toi, si j'arrive à mes objectifs, à les réaliser, à faire 600 ou proche, et du moins à réaliser la performance d'être une 3e fois champion du monde, comme je te l'ai dit en début, il me semble, de podcast, j'aurais fini le jeu. Donc pour moi, après, il sera temps d'aller voir ailleurs. Et du coup, tu accepteras quand même que peut-être dans 5 ans, qu'il y a quelqu'un qui fasse plus ? Bah oui, il n'y a pas de souci pour ça. Ouais. J'aurais fait mon temps. Enfin, j'aurais fait 1 fois champion, 2 fois champion, 3 fois champion. Ça me va très bien. C'est très bien, comme ça. J'espère. Du coup, on arrive à la phase 5. La phase 5. La phase 5 de Baki. Qu'est-ce qui nous attend après, du coup, ces championnats du monde ? Donc, on a parlé un peu du côté physique, donc on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu as un peu déjà des objectifs qui se dessinent tranquillement ? J'en ai, je suis en train de les préparer, même ici à la By Time Chamber. Moi, je suis quelqu'un... Voilà, c'est très simple. J'aime bien me concentrer sur quelque chose une fois... Enfin, comment dire ? T'es pas multitâche. Voilà, je suis pas multitâche. Je me concentre sur une seule tâche et après, je laisse le reste pour la suite. Mais j'y pense, tu vois, pour l'avenir. Je me dis... Voilà, quand j'aurai fini, entre guillemets, ma carrière d'athlète, j'aurais bien aimé pousser ce que j'aime aussi, c'est-à-dire le partage et l'enseignement, et aussi l'entrepreneuriat. Donc là, la phase 5, c'est de partager avec le plus grand nombre mon expérience, mes connaissances, et puis de monter un business prospère. Un empire, l'empire Baki. Ouais, je sais pas si ce sera un empire, mais en tout cas, du moins, évoluer à ce niveau-là, et puis... Et tu vois, on revient à ce truc de le mec qui est comme ça avec tous les éléments autour. C'est ce que tu as envie, c'est d'augmenter ce palier-là. Et tu vois, peut-être que oui, l'empire, ça te fait pas rêver parce que c'est pareil, c'est vraiment pour être vraiment mettre le curseur à 100% sur le truc business, il faut faire que ça. Oui, c'est pareil. Non, moi, donc toi, tu as juste envie de voilà. Moi, j'ai envie d'avoir une autre corde à mon arc. Voilà. J'ai envie d'explorer quelque chose d'autre. C'est un petit peu comme un jeu, tu vois, dans un jeu, tu commences niveau 1. Et plus tu montes, des fois tu fais des quêtes, et dans tes quêtes-là, putain, tu as un nouveau pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu commences au niveau 1, mais après tu peux le faire monter, et puis tout s'équilibre un petit peu entre tous tes pouvoirs, tous tes niveaux. Donc voilà, moi je suis niveau 0 pour l'instant dans le business. Enfin, voilà, oui, bon, mais tu comprends, j'ai pas du tout commencé à vraiment explorer ce que je pouvais faire, et j'ai envie d'explorer ce que je peux faire, et aussi transmettre mes valeurs, mes connaissances avec le plus grand nombre. Donc, normalement, à l'heure où on parle, là, il y a déjà un petit e-book gratuit sur le handstand que tu es en train de faire. Je vois tout ça, tu vois. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai déjà commencé pour la rentrée
septembre, donc il sera déjà sorti normalement depuis au moins 3 semaines, un mois. E-book gratuit. Et normalement aussi, à l'heure où on parle, j'ai mon site qui est sorti avec ma première programmation. Voilà, de force. Ok, en tout cas, tout est dans la description, que ce soit sur les plateformes de streaming, il y a des petits liens où vous pouvez cliquer dessus, ou si vous regardez sur YouTube, vous avez tout dessus. Donc ça, c'est cool, ça veut dire, voilà, c'est ce côté... Parce que c'est vrai qu'on t'a pas vu encore trop là-dessus sur le partage de tes connaissances pures et dures, tu vois. T'es sur YouTube depuis un moment, on te voit partager tes entraînements et tout, mais ça s'arrête là pour l'instant. Il n'y a pas eu de tuto, des choses comme ça, donc on a hâte. C'est la 5e phase, ça. Ouais. C'est la phase d'expansion. Extension de territoire. Extension. Non, mais c'est important de partager parce que c'est comme on disait tout à l'heure, toi, tu m'as inspiré d'un point de vue sportif. Mais du coup, si tu gardes toutes ces connaissances, tu vas mourir avec ces connaissances-là. Oui, et peut-être que. Ça sert à rien. Donc le but, c'est d'essayer de le partager quand même. Pour évoluer, il faut justement les partager. Parce que plus tu les partages, plus tu évolues dans ta recherche de connaissances, et dans ta maturité, etc. Donc, exactement. C'est un cercle vertueux. Ouais. Ok, donc là, pour l'instant, tu vas plus te concentrer sur le partage en ligne pour toucher un maximum de personnes. C'est ça. Voilà. Donc, et physiquement, pour l'instant, est-ce que tu as des idées moi, physiquement, j'ai été coach donc en salle pendant un petit moment. Donc, j'ai ma clientèle, ça marchait très bien. Mais j'ai envie de toucher pour l'instant le plus de monde possible. Et j'ai aussi d'autres idées. Alors, je te parle, j'ai aussi envie de faire des workshops. C'est un de mes rêves. J'aimerais bien faire des workshops. C'est pour ça qu'on est venu à Bali pour apprendre l'anglais. À travers. Ouais. Alors qu'on parle français, la merde. À travers le monde, ce serait fou, tu vois, de pouvoir partager, donc cette fois-ci en physique, avec un public différent, que ce soit en France ou ailleurs, ou à l'étranger. Donc voilà, ce serait vraiment ça. En ligne, et pour la partie physique, faire des workshops un petit peu partout, ce serait cool. Ça, c'est intéressant. Partager, les connaissances. Ouais, parce que c'est sûr que physiquement, quand tu vois vraiment les gens qui sont heureux devant toi, c'est encore plus épanoui. C'est une plus-value, franchement. Ouais. C'est beaucoup plus simple de partager en face. Ouais. C'est d'autres canaux. Sur Internet, c'est différent. Je pense que c'est un autre public aussi, possiblement. Ok, donc développement à côté aussi de tes réseaux. Donc YouTube. Gros développement de mes réseaux, parce que je ne suis pas le mec le plus actif du monde sur mes réseaux, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui me le reprochent d'ailleurs. Hashtag une vidéo par semaine. Voilà, je fais de mon mieux. C'est difficile d'être concentré, mais j'ai pas d'équipe, je suis tout seul, je me plains pas. Mais voilà, moi je suis comme ça, j'aime me concentrer sur ce que j'ai en tête et pas m'éparpiller. Je préfère faire une chose très très bien plutôt que de faire 1000 choses. Voilà, pas ça. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la phase 5, le but ça va être de développer au maximum mes réseaux pour toucher le plus de gens possible. Donc là, ça va passer par le partage de connaissances, de vidéos, de tutos sur les plateformes qu'on connaît et puis beaucoup plus de régularité aussi dans les posts. Mettre plus d'énergie, plus d'investissement là-dessus. Plus d'investissement. Après... L'énergie que j'avais pour préparer mes compétitions, elle sera allouée à partager mes connaissances tout en m'entraînant, évidemment. Voilà. Parce que du coup, là, c'est le côté entrepreneurial, etc. Mais du coup, dans cette phase 5, il y aura le côté sport où tu vas, comme on disait, explorer, peut-être faire, et vouloir essayer. Moi, c'est des trucs que là, je suis allé courir juste avant, je me voyais, tu fais un marathon, tu reviens à la Bali Tom Chamber, tu fais un bar band, tu fais un ARM en dips, tu vois. C'est ça. Mais après, le seul truc que tu challenges là-dessus, c'est que tu dis que tu as besoin, tu as du mal à faire plein de choses passables, tu vois. Et ça, est-ce que c'est pas ça? Non, mais je sais que je serai pas passable. Je serai quand même bon. Que je vais mettre les moyens appropriés au développement de ces qualités-là. Ouais, ça reste moi. Donc après, mais ton niveau de force, il va diminuer. On verra. Qui sait? Peut-être que mon niveau de force, il va du moins s'équilibrer, donc baisser un petit peu. Mais même si mon niveau de force, il baisse, je sais pas, je vais dire un chiffre au hasard de 10%, mais que j'arrive à développer énormément de qualités annexes, en vrai, j'ai gagné. Tu vois? Parce qu'après, derrière, même si j'arrête de faire ces qualités, de développer ces qualités annexes. Si je reprends la force, je pourrais redévelopper un niveau excellent, tout en ayant cette fois-ci acquis des compétences qui, elles, seront toujours là et que je pourrais aller rechercher, alors que pour l'instant, je les ai même pas du tout. Et ça, on en parlait un petit peu. Ça, c'est aussi une grosse qualité, entre guillemets, de communiquer là-dessus. Parce que les gens, ils se rendent pas compte. Tu
vois, ils vont se dire, oh, mais avant, il avait une dips à 160, maintenant, il a 150, oh, le nul, tu vois. Oui, bah, sauf qu'avant, il avait un marathon, il savait pas faire un marathon, maintenant, il sait faire un marathon, tu C'est vois. ça. Et ça, par contre, c'est pas facile de communiquer là-dessus, de montrer, mais regardez, Beaucoup plus maintenant, quand même. ouais, mais. Je mettrai l'accent sur ça. Enfin, j'ai envie vraiment de communiquer sur mon futur lifestyle, je pense, et mes futurs objectifs. Ce sera le but. Ouais, donc des réels, genre, ouais. C'est ça que. C'est comment Danton, là. Tu sais, le mec. Danton Conte. Il te fait des full planches à 95 kilos, il te sort un énorme squat derrière. Tu vois, c'est exactement ça. C'est incroyable. Et il ne manquerait plus qu'il aille courir un marathon et faire un peu de grappling ou autre. Et le mec, ce serait un monstre. Mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse génération là de. En tout cas, je pense que ça fait des années, tu vois, à l'époque des Grecs et tout, j'en sais rien, tu vois, je pense qu'ils avaient déjà ce truc-là d'être complet partout. Après, j'ai l'impression que peut-être ça s'est un petit peu perdu et maintenant, avec toutes les ressources qu'on a, on se rend compte qu'on peut. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a cassé beaucoup de plafonds de verre où avant, on se disait non, tu peux pas être fort, tu peux pas être endurant, soit tu es un marathonien, soit tu es un sprinter. Oui, on est d'accord quand tu es les spécifique. Extrêmes. Voilà. Mais nous, on cherche pas les extrêmes, nous. C'est ça. Et maintenant, on sait que c'est entre guillemets possible. Alors qu'avant, on se disait non. C'est possible. Moi, je te garantis que je pourrais courir un marathon et avoir un squat à 250 kilos. Au moins. C'est sûr. Et du coup, regarde, si on va de manière plus microscopique dans le calisthenics, on voit bien quand même que les meilleurs en street lifting 1RM, souvent, c'est les mecs qui ont fait beaucoup de volume avant, tu vois. Et qui sont complets aussi. Ils ont aussi une panel statique, qui savent faire des fronts, des planches. Exactement. Pas pour tous, mais pour une grande partie, vraiment des tops. Ils sont assez complets à ce niveau-là. Et tu vois, moi, souvent, j'aime bien faire un peu ce jeu-là, que ce soit à la Final Rep ou quand il y avait à la FNSL, tu vois les mecs qui sont capables de faire des battles, tu vois. Parce que moi, c'est ça qui des fois, ça me fait tirer les cheveux des mecs en muscle-up, en ARM qui sont, tu sais, qu'ils ont même pas 10 muscle-up, tu vois. Oui. Tu dis, il manque un truc, tu vois. Et ça, c'est le problème. C'est le problème en streetlifting maintenant, c'est un des problèmes que je vois. C'est que les gens ne prennent pas le temps, on en avait parlé dans ta vidéo, ils ne prennent pas le temps d'aller acquérir les fondamentaux et de vraiment prendre le temps d'acquérir des bonnes bases pour après aller conquérir d'autres choses, beaucoup plus de force. Ils veulent directement être spécifiques, force. Ouais, mais avant ça, il faut avoir une structure, avoir une pierre angulaire qui soit solide. Il faut créer énormément de volume, c'est ce qu'on disait, genre, tu vois, si tu commences... en tout cas, il faut avoir une bonne base technique qui va s'acquérir grâce au volume, à la répétition et à l'expérience. Quand tu commences tout de suite par mettre énormément de charges sans acquérir la technique adaptée, tu te retrouves avec des compétitions où les mecs, des fois, ils n'arrivent même pas à passer des muscle-up à 5 kilos, comme tu l'as dit, ou 10 kilos. Ouais, parce qu'en fait, quand tu regardes, on est tous liés par la même chose, c'est que on a bouffé des tractions, on a bouffé des dips, on a bouffé des pompes, des squats aussi, des pistoles. Toi, tu disais, tu as bouffé beaucoup de pistoles squats et tout. Et ce qui fait que derrière, en fait... tu te développes une capacité de travail énorme. Et si tu commences direct le streetlifting, souvent on va te dire non, tu fais que 40 tractions cette semaine, tu fais pas 50 parce que ça va niquer la prog et tout. Quand tu regardes Ludo, crois-moi que c'est le meilleur en tirage parce qu'il en a bouffé. C'est le meilleur en tirage et c'est le mec qui a le plus gros volume que je connaisse en tirage. C'est incroyable. Des fois, il fait des tractions tous les jours. Donc on vous dit pas d'être Ludo, évidemment. Lui, c'est un cas à part, c'est un génie en termes de tirage. Mais voilà, il a quand même une grosse base. Et puis, lorsque je parlais avec lui, il a commencé par faire énormément de volume. Il faisait énormément de musculation. La musculation, qu'est-ce que c'est ? Hypertrophie, c'est beaucoup de volume, c'est la base, c'est les fondamentaux. Donc, Et c'est ça qu'il y a ce truc-là un peu... Les mecs, pourquoi les ego lifters, je crois que c'est ça qu'on les appelle, pourquoi ils sont énormes et tout, parce qu'ils s'en battent les couilles, ils veulent juste faire des reps, faire de la congestion. Tu sais, ils sont pas là à calculer les charges et tout au début. Tu vois, c'est ce qui power building. Je sais pas si non, je crois que c'est ego lifter, genre les mecs qui vont à la salle et qui veulent juste juste mettre lourd. Ouais, non, je pense que c'est power building. Les power building, c'est les mecs qui s'entraînent lourd mais qui font quand même du bodybuilding. Ah ouais, peut-être. Okay. Ok, bon, exactement. Mais c'est un peu le même concept, c'est qu'avant avant de chercher à optimiser, là toi par contre tu es dans cette recherche-là, tu optimises et tu vois que oui, si tu dépasses un peu le volume, ça peut jouer. Mais avant, il y a une marge de pression énorme. Et tu vois, Ludo, il le sent. Je pense que quand il fait un peu moins de volume, il sent que ça peut jouer énormément. Et à l'inverse, quand il diminue le volume, je pense qu'il peut aussi exploser derrière parce que... c'est ça, c'est une balance. Il faut que tu aies beaucoup de fréquences pour être techniquement au point. Mais après, derrière, quand tu montes en intensité, voilà, c'est une balance à respecter. Il faut diminuer un petit peu la fréquence pour mettre plus d'intensité, etc., etc. Donc, les gens auraient tout intérêt vraiment à repartir de plus bas.
se concentrer sur les fondamentaux et ils se rendraient compte, en vrai, qu'ils pourraient exploser beaucoup plus facilement et aussi réduire les risques de blessures. Aussi, ouais. Énormément. Ouais. Ouais, et puis même le truc qui m'inquiète sur tout ça, c'est que dans le 1RM, c'est le total qui compte. Et on sait que le squat, c'est ce qui peut quand même rapporter beaucoup de points. Même si en général, même le dips. Ouais. Même si à très haut niveau, on voit bien que les mecs qui gagnent, c'est les mecs les plus complets. Tu vois, ceux qui ont un bon muscle-up, c'est pas le mec qui a qu'un squat. Ouais. Sauf que les petits, ceux qui commencent là maintenant, ce que je me vois en fait il y a des années, si je commence le streetlifting maintenant, je me serais peut-être concentré que sur le squat. Peut-être que j'aurais. Tu pourras pas gagner. Déjà de 1, et après, tu vois, si on fait des battles, super, tu peux même pas faire 5 muscle-up parce que tu t'es concentré que là-dessus, tu vois. Après, est-ce qu'un mec qui commence le streetlifting a envie de faire des battles? Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais oui, c'est sûr qu'il... Ouais, mais c'est là où notre rôle, moi, j'ai pas envie de laisser passer cette super opportunité de faire exploser ce sport, tu vois. Le battle? Ouais. Ouais, après, par contre, ça demande beaucoup. C'est ça qui est plus difficile, tu vois. Si on reprend le contexte, ce qui, par contre, est intéressant dans le streetlifting ARM, c'est que le contexte, il est plus facile. C'est que c'est beaucoup moins subjectif, tu vois. Les mecs, ils se comparent par rapport à des charges et tu as des règles bien strictes et normalement, il n'y a pas trop de problème de jugement. Et on voit bien que dès que tu diminues un peu, genre en endurance de force, déjà, c'est plus dur. Est-ce que tu acceptes le dead stop, les choses comme ça, voilà. Et en battle, c'est encore pire parce que là, tu as encore plus de volume, etc. C'est encore plus difficile. Oui, mais regarde, ils s'en sortent bien en crossfit. Moi, je pense que... Si en CrossFit, ils s'en sortent, voilà, je pense que progressivement... C'est même beaucoup plus simple, normalement, en streetlifting, je sais pas, en battle, street workout, streetlifting, je sais pas comment on peut l'appeler, calisthenic battle, parce qu'on est censé respecter une forme vraiment pure. Ouais, mais dès que tu mets de la vitesse, ça peut vite partir en couille. Ouais, mais ça restera toujours quelque chose de beaucoup plus facilement... comment dire pas quantifiable, mais ce sera beaucoup plus facilement le juger que, je sais pas, si tu commences à mettre du keeping ou autre. Ah oui, oui, oui. Tu comprends? Ouais, mais c'est pour ça, c'est les standards, ils sont assez simples quand même. Traction, bras dérouillés. Ouais, mais en battle, en endurance, on verra, parce que là, non, il y a la semaine prochaine, il y a une compétition en Indonésie, on sera juge. Donc, oui, c'est vrai. là, on va voir comment... Là, il va falloir être bien strict dès le début, en fait. Parce que tu vas voir, quand les mecs, les athlètes, ils vont commencer... On va démontrer de toute façon. Oui, mais tu vois, si le mec, il est pas clean dès le début, après, lui, il continue ses reps et voilà, et ça fait un truc dégueulasse. Et du coup, même s'il a un moins bon niveau, il peut gagner contre un... De toute façon, on va les briefer, donc ils ne seront pas étonnés si jamais ils se prennent des no-reps. Mais voilà, ce truc de contexte, c'est très, très, très important. Je trouve que c'est une réflexion à avoir parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de perdre contre un mec moins bon, mais comme les standards sont trop flous, c'est compliqué, tu vois. Ouais, ça m'est arrivé, je me souviens. Ça m'est arrivé en Italie, je me souviens très bien. Lorsque tu es devenu champion du monde d'endurance, j'avais perdu, j'avais fait 2e parce que le premier avait une forme qui était dégueulasse, mais tu sais pas pourquoi les juges acceptaient ça. C'est un Italien ou... C'était un Russe. Ah, bon. Non, l'Italien, il avait perdu. D'ailleurs, c'est mon concurrent lors de cette compétition. Que je vais graille. Que tu as graille. On parle dans le futur. Là. Ah oui, c'est vrai. Si tout va bien, je les graille. Ouais, non, mais voilà, il y a tout à formaliser, mais en tout cas, moi, je suis tout oui pour ces battles. On va voir comment ça évolue. De toute façon, c'est à nous. Pour l'instant, voilà, comme on en parlait dans la vidéo YouTube, pour l'instant, ce qui se fait le plus en compétition, là, c'est les 1RM. Donc, c'est eux qui mettent en place les choses. Donc, c'est normal que les gens y suivent. Mais à voir si... parce qu'on voit bien qu'il y a de la hype de ouf sur les battles, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de compètes vraiment à la hauteur, tu vois. Ouais, il faut juste y avoir de mouvance. Il peut y avoir la mouvance 1RM. En plus, les deux sont pas forcément... les deux sont liés, tu vois. Tu peux avoir une mouvance 1RM et une mouvance battle. Ouais. Ça peut se faire. Hein. Mais il faut qu'il y ait des acteurs forts qui commencent à se bouger. Ouais. Sinon, ça n'arrivera jamais. Est-ce que ce ne serait pas ton objectif dans cette 5e phase? Ah non, ça serait... Du coup, ça, c'est une phase 6. Ah Moi, j'ai déjà la phase 5, là, c'est déjà le développement de tout ça. Donc avant tout, quand même, parce qu'on en parlait aussi pas mal avec Nico, et je trouve que c'est important, ça, c'est qu'avant tout, toi, tu veux te développer quand même individuellement. C'est ça. Tu veux te concentrer. Et moi, avant, je croyais que c'était un mauvais truc, entre guillemets. Je me disais, ouais, non, il faut être collectif, machin. Mais en fait, je suis pas si sûr, parce que quand t'as bien vu, en fait, que
là, quand toi, tu t'es concentré individuellement sur le calisthenics, bah, tu as planté plein de graines sur des mecs comme moi qui sont « Oh putain, j'ai envie d'être comme ça », alors que ça se trouve, je t'aurais pas vu dans la masse et j'aurais jamais été inspiré par toi. C'est assez simple pour moi. Il faut absolument que tu te développes individuellement. Parce que si tu te développes pas individuellement, comment je pourrais t'inspirer et te montrer la voie? C'est-à-dire que si moi, j'ai un objectif en tête et que j'arrive à l'atteindre, un mec comme toi, par exemple, qui ne s'entraînait pas au début ou qui commence à s'entraîner, va se dire, OK, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Ou du moins, je peux suivre cette mouvance-là. Ouais. Si tu es dans un collectif et que des fois, tu n'arrives pas forcément à pousser aussi loin que quand tu es tout seul. Après, quand je dis tout seul, attention, tu peux avoir une équipe, etc. Oui. Mais bon, il faut une proue, il faut quelqu'un qui ait une certaine vision pour... Donc là, tu dois focus avant tout sur ton individualité avant tout, et peut-être après, derrière, te dire sur une 6e phase. C'est ça, parce que même pour être performant en collectif, il faut que tu aies pas mal de compétences et des choses à apporter. Donc si moi-même, je ne suis pas performant tout seul, qu'est-ce que je peux faire en groupe? Non, je vais servir à rien, je vais être un boulet, je vais être un poids mort. Il faut déjà que je sois accompli en tant que personne, en tant qu'individu seul, moi, pour après pouvoir être un plus. Le but, c'est d'être un plus dans une équipe. Okay. C'est comme ça que je le vois, du moins. Moi, ça me plairait vraiment. Bon, je te dis une bêtise, imaginons dans 2-3 ans, on se reparle, on se dit, ouais, vas-y, viens, on crée un truc de malade en battle. Ok, dans 2-3 ans, on aura fait encore plus de chemin et on sera vraiment à même d'aboutir sur un projet qui a du sens. Si on le fait tout de suite, non. Toi, tu dois continuer à te développer. Moi, je dois continuer à me développer. Ça... Mais on peut commencer à planter des graines. Tu peux commencer évidemment à planter des graines, ouais. Parce que sinon... Ouais. Il y avait un truc que je voulais rebondir, mais j'ai oublié. Non, on a fait... Ah, mais si, voilà, c'est ça. Je voulais rebondir sur ce dernier point et après, j'aurai des petites questions. Vas-y. Pour pas que ça dure trop longtemps. Du coup, ça me fait penser à ça quand tu disais montrer toi que tu peux faire des choses pour inspirer les gens. Ça m'a fait penser à un truc, c'est le fameux dopage. Ouais. Oui, important. Faut en parler. Et ouais. On a beaucoup parlé là-dessus. Déjà, moi, le truc que je dis toujours, c'est quels sont les gènes, on va dire les gènes de Monsieur Baki. Tu vois. C'est que mes origines. Ouais. Mon père, qu'on remette les choses dans le contexte. Parce que les gens, voilà, c'est toujours pareil. Oui. Mon père est russo-ivoirien. Mon père est russo-ivoirien. Et ma mère est ghanéenne ivoirienne, donc voilà, Africa. Donc, ça crée des enfants très, très solides. Donc, vous pouvez pas vous comparer déjà, putain. Arrêtez de dire, mais lui, mais non. Déjà, voilà, d'un point de vue génétique, déjà, il part avec des putains d'arbres. En Côte d'Ivoire, ils ont souffert. Hein. Il y a eu le colonialisme, la traite négrière. Il y avait que les plus forts qui survivaient. Il y a aussi l'épigénétique qui arrive dans tout ça. Donc, évidemment, qu'on a des gènes solides. Ils ont dû se renforcer. Ils ont dû se renforcer. Écoute, s'ils ne pouvaient pas, j'imagine, pagayer, là, ils crevaient tout simplement dans la cale. Hein. Là, on sourit un petit peu, mais c'est pas marrant. Il n'y avait que les plus forts qui survivaient. Donc, évidemment, c'est juste ce qu'on appelle j'ai plus le truc, c'est juste la sélection naturelle, c'est tout. Je dis pas que moi, j'en fais partie, mais je pense que ma mère, elle a les gènes. Ma mère, elle est super costaud. Elle est costaud de nature. Une photo de la maman de Baki. Et mon père, c'était aussi je vais pas dire un grand sportif, mais si, quand il était plus jeune, il faisait énormément de vélo. Okay. C'est un cycliste. Déjà, c'est intéressant. Tu vois, il pouvait faire des Paris-Bordeaux à vélo, des trucs. Okay. Ouais. Donc c'est sûr qu'il y a des gènes. Enfin, il y a ce background-là, ouais. Il y a ce background. Donc déjà, voilà, ça, c'est... Mon frère, il est plus large que moi. Tu l'as déjà vu, mon frère, non? Tu m'as montré des photos. Il fait pas de sport. T'as vu les photos? Oui. Mais c'est pour ça, moi, je dis toujours, quand on me parle de ça, je dis toujours, mais attends, mais déjà, revenez dans le contexte. Genre, son frère, il est aussi balèze que lui, il fait pas de sport, il est cuisinier. Il a un père russe-ivoirien, tu veux faire quoi? Déjà, tu vois, donc... Mais même sans aller, sur ça, ce qui me dérange vraiment, c'est que voilà, on est vraiment dans une époque, j'ai l'impression, c'est une époque de plus en plus faible, où on se trouve de plus en plus de facteurs limitants, où on a des vidéos sur tout et rien pour dire que voilà, lui, normalement, c'est pas possible qu'il squatte comme ça parce qu'il a cette morphologie-là, et puis à cet âge-là. Franchement, nous, on se posait, tu vois, moi, quand j'étais à Chanteloup et que je prenais à Aulnay et que je prenais mon sac pour aller m'entraîner 20-30 minutes en marchant avec mes haltères à l'intérieur, je me disais pas, j'étais en mode, vas-y, moi, je vais tout déchirer, tu vois. On revient encore au fondement, parce qu'à cette époque-là, t'écoutais quoi? T'écoutais la petite voix en
en toi, t'étais inspiré par les gens. shonen, t'écoutais tout ça, tu vois. Et puis même mes gars de l'époque, nous, on était trop déterminés. Ouais. Nous, on était matrixés pour aller s'entraîner et tout. Il n'y avait pas de tu vois. Et c'est ça qui est trop important, tu vois. Alors que là, si j'ai l'impression, vas-y, moindre petit trou, moindre petit caillou, ça y est. Faut que tout aille vite, c'est le fast fitness, tu vois. C'est pas le fast food, faut que tout aille vite. Si ça va pas vite, c'est que, vas-y, lui, il triche ou il a un truc, tu vois. Et du coup, le gros problème de ça, des gens qui parlent de dopage à longueur de journée, qui se font des putains de business de merde là-dessus, là. Ouais, bah, tant mieux pour eux. Hein. Si les gens ils sont assez crédules pour les suivre, j'ai envie de te dire. Ouais, mais C'est voilà, dommage, ça mais bon. crée tellement de croyances limitantes parce que moi, c'est ça qui me frustre, c'est que je me dis, putain, le petit, je me vois toujours en fait, le petit qui tu mets dans la tête des gens, genre moi, voilà, je suis inspiré par Baki, ok, et je vois une autre vidéo, oh putain, on dit il est dopé. Ben, je vais me dire, je serai jamais comme lui, du coup, ça sert à quoi que je m'entraîne, et du coup, je vais pas m'entraîner, et en fait, tu fais rien de ta vie, tu vois. C'est ça. C'est aussi le problème, c'est un truc de fou. C'est ça qui me rend ouf. T'as des gens qui cassent entre guillemets, des leaderships pour rien. Parce que eux, en fait, ont une mauvaise. Comment dire, je sais pas comment, ils ont un mauvais développement. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont abandonné. Ils ont un mauvais développement et puis ils veulent retranscrire leur échec et donner ça à la masse. Allez, tiens, mangez ça et puis devenez comme moi, devenez faible et cultivons la faiblesse. Tu vois. C'est ouf. Moi, ça me dépasse ce genre de truc. Moi, j'ai pas été élevé comme ça. Ouais, voilà. Personnellement. Je pense qu'on a ce rôle à jouer, à essayer, en tout cas en tout cas, moi, c'est ce qui me drive, quoi. Je me dis, moi, j'ai jamais eu ça, donc ça va. Mais je pense que toi, c'est ton rôle encore plus, tu vois, de dire, non. Je sais pas si j'ai ce avec pouvoir. avec ton, tu vois, ce slogan, cultivons la force. Oui, j'essaye. Ça va créer, en tout cas. Ça va mettre des graines sur les gens qui vont être à l'écoute. Ceux qui n'écoutent pas, démerdez-vous, ils sont tu vois. perdus, c'est pas grave. Mais ceux qui vont écouter, ça va. C'est vrai. Tu vas vraiment avoir un impact positif sur eux. C'est pour ça qu'on l'a créé de base. de base. Il ne faut pas se laisser submerger par les gens faibles. Tu vois. Ah non. Alors, ça c'est sûr que non. Encore moins maintenant. Maintenant, on est solide. On sait pourquoi on le fait et on sait où est-ce qu'on veut aller. Donc, ceux qui veulent monter dans le bateau et puis ramer pour devenir solide et cultiver la force, ce sont les bienvenus. Et ceux qui veulent continuer à cultiver la faiblesse, on verra à la fin de votre vie. Hein. Je pense que vous aurez plein de regrets. Et c'est pour ça, on revient à ça, le Baki phase 5, le fait de partager tes connaissances, etc. C'est qu'on en a beaucoup parlé. C'est les mecs qui sont mis en lumière, entre guillemets. C'est pas les mecs de terrain ou c'est les mecs à chaque fois dans le blabla ou les mecs qui disent le dopage. Les mecs qui me communiquent bien, qui ont un bon marketing, une bonne communication. Et puis nous, les mecs qui sont sur le terrain, qui bossons à fond, on fait pas ça. Du coup, c'est les mecs qui font pas grand-chose, qui prennent la lumière. Et c'est pour ça, on peut pas critiquer ça, c'est à nous de faire le taf. Parce qu'on voit que quand on fait le taf, ils sont aussi bons, eux, dans le domaine communication. Exactement, donc, c'est une facette, c'est une compétence. Ouais. Donc à nous de se l'approprier et puis d'aller chercher cette compétence-là. Exactement, parce que maintenant, d'autant plus avec tous les outils qu'on a à disposition. Avant, c'était plus compliqué, je pense. C'était difficile de parler là-dessus, alors que maintenant, tu vois bien que on peut. Tu as un mec, Cédric Doumbé, il fait ça à merveille, tu vois. Sympa la force. Sympa la force. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour. J'ai des petites questions de fin. Vas-y. Tu réponds par... Enfin, tu as 2 choix et tu choisis par le choix. Ok. On finit par ça tranquillement. Allez. C'est parti. Allez. Pull-up ou muscle-up? Muscle-up. Okay. 1RM ou battle? Les deux. Choisis pas. T'as droit. Altéro ou powerlifting? Altéro. Ah ouais? Même si je pratique pas altéro. Ouais, mais pourquoi du coup? Sport incroyable qui développe beaucoup plus de qualité physique, d'explosivité. Qui se transfère plus dans les transférable et tout, sur tous les sports. Donc ouais, incroyable. Intéressant. Argent ou popularité? Argent. Argent, ok. Avec l'argent, tu achètes la popularité. Ouais. Et avec l'argent, tu développes, tu fais des projets, tu prends soin de tes proches, tu as une meilleure vie, tu peux mener à bien tes projets et j'en passe. Mieux manger, être en meilleure santé, être plus compétent, t'entourer de gens beaucoup plus intéressants, etc. Après, la popularité, si tu gères bien, elle peut emmener l'argent. Oui, ça, on est bien d'accord. Tu m'as dit argent ou popularité. Oui. Mais moi, je trouve que ça, la valeur la plus importante, c'est ça. L'argent, c'est la liberté. Déjà, et argent pour tes proches, parce que c'est eux les plus importants, c'est eux qui t'ont déjà mis au monde, tu vois, si on parle des parents, tu vois.
Et si t'es populaire, mais que t'as laissé de côté tes parents, populaire, t'es une mais que t'as grosse pas merde. d'argent, si t'es populaire et que t'as pas d'argent et que ta mère elle a un problème, tu vas pas lui payer le meilleur hôpital possible. Si t'as de l'argent, mais que t'es pas populaire, t'as de l'argent, donc voilà, tu peux te donner les meilleurs soins possibles. La question ne se pose même pas. Argent tous les jours. Sport individuel ou collectif? Individuel. C'est marrant ça. Non, cette question-là. Battle calisthenics ou MMA? Est-ce qu'on pourrait faire un peu le même truc? Non. Ouais, MMA. MMA. Parce que moi, je vois les battle calisthenics comme le MMA dans 10 ans. On verra. Oui, On ressortira ça. on verra dans 10 ans. Pour l'instant, MMA. Force ou endurance? Force. Gagner en survolant la compétition ou perdre en apprenant des leçons? Gagner en survolant la compétition. Et en apprenant des choses. Voilà, parce que la leçon, c'est que t'apprends que t'as survolé la compétition. T'apprends que t'es le meilleur, que t'as tout donné, que ta préparation elle s'est bien passée, tu te connais mieux. Donc, en vrai, les deux sont connexes, je pense. Ouais, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, tu peux dire ouais, j'ai perdu, mais j'ai appris plein de choses. Non, T'as perdu. non. Ça, je sais pas c'est quelle mentalité, mais c'est pas la mienne. Moi, je suis pas là pour perdre, je suis là pour gagner. D'accord. Après, c'est important, par contre, de pas se faire. Enfin, même si t'as perdu, que t'as fait deuxième et tout, d'en retirer des leçons pour après gagner derrière. Ça, oui, bien sûr. Bah, à choisir, gagner en survolant, en survolant la compétition. Là, je t'attends au tournant, qualité ou quantité? Fais-moi rêver là. Sérieux, qualité quand même. Ah. Bah oui. Moi, tu sais ce que j'aurais dit? T'aurais dit quoi, les deux? Quantité de qualité. Oui, d'accord. Ah. Les deux. Tu m'as dit de choisir normalement. Oui, mais J'ai pas vraiment à toi de. J'ai pas vraiment de joker. Là, j'ai pris un joker pour je sais plus c'était quoi, mais sinon, ouais. Quantité de qualité. Non, pour moi c'est non, qualité et après plus tard pourquoi pas qualité de quantité, ouais. Mais il faut déjà commencer par une base. Quantité de qualité. Ouais. Faut commencer par la base. Qualité. Qualité, mais après faire un peu de quantité. Oui, ben Est-ce que t'acceptes une fois que t'es bon en qualité, tu peux le transférer sur plus de volume. Est-ce que tu acceptes de dénigrer la forme? Tu vois, il y a ce truc-là. C'est en gros, tu fais de la qualité, tu as un plateau, tu acceptes de dénigrer un petit peu pour augmenter un peu plus de quantité, pour faire un peu plus d'adaptation. Mais Je pense que tu peux faire les deux maintenant. Ouais. Je vois pas pourquoi ce serait impossible. Okay. Je pense que tu peux garder la qualité et avoir de la quantité. Okay. Mais à choisir, pour être bon, qualité. Et après, tu vas vers la quantité, mais en essayant de garder toujours ta qualité première. Quantité de qualité. Voilà. Complet ou spécifique? Bon, on en a déjà parlé. Complet. Spécifique. Je rigole. Complet, évidemment. Athlète ou coach? Les deux. Pourquoi choisir? Ok. Parce que l'athlète, le coach te permet de t'aider toi-même et d'aider les autres. Donc en tant qu'athlète, être coach, ça te permet de t'aider toi-même et d'aider les autres. Et en étant coach, en étant athlète aussi, tu peux aller beaucoup plus loin dans l'empirisme, comprendre la pratique sur le terrain. Donc en fait, c'est quelque chose qui se complète très très bien. Donc athlète et coach et athlète. Pour ceux qui savent pas, c'est quoi l'empirisme? L'empirisme, c'est l'expérience, si tu veux. Le fait d'apprendre sur le terrain. C'est juste l'expérience. Et d'en retirer des leçons, en fait. Voilà. Bon, là, j'ai mis... c'était juste pour rigoler. Brune ou blonde? Brune ou blonde? Moi, je prends tout. Non, je rigole. Ça dépend. Le feeling, ce qu'il y a dans la tête, la discussion, le tout. Sportif, bien sûr. Important. Française ou étrangère? Tout aussi. Allez. On s'en fout. Non, moi je vais me marier, moi, t'es sérieux? Oh. Mais non, peu importe. Peu importe, tant qu'il y a le feeling, tant qu'il y a... Donc le plus important, c'est pas l'apparence de la meuf, c'est l'intérieur? Non, c'est les deux. Ouais. Pourquoi choisir, encore une fois? On n'est pas des hommes binaires. T'es pas un homme... J'allais partir sur un homme poisson, mais... T'es pas 0 ou 1. Moi, je prends tout. Je veux le physique et aussi le mental. J'essaie de me développer moi physiquement et mentalement. Pourquoi je devrais être avec une femme qui... Donc t'as envie de trouver une femme, du coup? Bien sûr. C'est dur de trouver une femme en 2023? C'est pas dur de trouver une femme. Enfin, voilà, c'est pas dur de trouver une copine, mais c'est dur, je pense, de trouver une femme. Ou du moins une femme qui te convient, je sais pas. Qu'est-ce qui te conviendrait? Une femme... Voilà, attends, c'est un autre podcast, là, mais une femme... Oui, on va faire court, mais... On va faire court. Une femme... je dirais des trucs bateaux, intelligente, qui prend soin d'elle, pas superficielle. Enfin, voilà, les trucs bateaux, tu vois, Et voilà, j'ai pas envie d'aller trop loin. Ça sera le jet d'un autre podcast. Voilà. Mais on a eu des discussions là-dessus. Voilà, tu connais ma pensée là-dessus. Bon, voilà, 3 dernières questions spéciales Bali Time Chamber. Allez.
Striplon ou rumsteak? Beef patty. Beef patty. Beef patty. Mais à choisir strip-loin. Ok. Mais beef patty. Bain froid ou sauna? Bain froid. Bain froid. Bah oui, tous les jours. Récupérer? Tous les jours, tu fais pas tous les jours. Non, mais à choisir. Mais je le faisais énormément. Sauna, tu fais pas trop, toi. Sauna, je fais jamais. Bain Pas froid. fan? Ah, bain froid, 10 minutes tranquille, tu connais. Moi, ça reste. Je suis russe, hein, ça reste dans. Nous, on est à l'aise partout. Chaud, froid, chaud, le mix. Parfait. Voilà, Et la dernière question pour dimanche, le dernier jour, où tu seras à la Balitem Chamber. Ouais. Pancake ou brownie après le gros tomahawk? Les deux, mon gros. Les deux, pancakes à la banane et brownie à côté avec un tomahawk ici. Ce sera mon dernier jour. Franchement, j'y vais à fond et après, je fais 1 heure de vélo pour dire vas-y. Voilà, ça passe. Mais que si demain, tu fais une bonne séance. Voilà, demain, la dernière séance. Demain, j'ai ma Enfin, la dernière grosse séance à la Balitem Chamber. Énorme séance. Je suis stressé à l'idée d'en parler parce que il faut absolument que je réussisse mes T'as barres. quoi à valider là? Là, je dois valider Muscle Up à 45. Une rep? Une rep. Après, j'ai des séries derrière de travail. Mhm. Après, je dois faire 1x2 à 103 normalement en traction, entre 102 et 103 Ok. en traction. Après, j'ai des séries de travail derrière. Je dois faire 1x2 à entre 165 et 167,5 en dips. Ça, c'est énorme. Et après, j'ai des séries de travail. Et je dois faire 1x1 à 260, entre 255 et 260, mais 260. Donc tu te laisses comme des petites. Je me laisse, Une mais petite je me laisserai pas. adaptation. Je pense que pour demain, je vais y aller. Hein. Je vais. Même si je me sens pas bien, là, je suis à un mois de la compétition. Faut me sortir le doigt du cul. T'es au poids? Je suis au poids. Je me suis pesé, je faisais 94,5, je crois. 94,3, je sais plus. Donc, ma catégorie, c'est moins de 94. J'ai envie de me peser à 93,8. J'ai envie de rester lourd, entre guillemets. Tu vois, pour la KT, j'ai envie de remplir la KT au maximum. Sachant que je suis très bon en tirage avec ce poids-là. Donc, j'ai pas besoin d'aller à 92, tu vois. Et perdre potentiellement un petit peu de poussée. Donc, voilà. Ouais, parce que comme on disait, pour ceux qui sont pas trop adeptes de ce sport, quand tu es un peu plus lourd, ça se répercute direct sur le tirage, tu le sens direct. Ouais. Et par contre, sur la poussée, souvent, tu es un peu mieux quand même. C'est ça. Plus tu es lourd, plus tu es dense. C'est ça, donc il faut que je reste dense. C'est un équilibre, il faut que je sois 93,8, même 93,9. Je reste dans cette. Comme ça, et puis aussi, là, parce que toi, demain, c'est vraiment spé compétition, tu fais comme si tu étais un peu en compétition. Même plus dur, du coup. Ouais, plus dur. Mais du plus coup, le poids joue énormément, parce que si tu fais ça avec 98 kilos, bah, le jour J, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc là, le faire avec un poids qui est proche de la compétition, tu vois, là, je suis entre 500 grammes et 1 kg max. Bah, c'est quelque chose que je peux réitérer plutôt lors de la compétition. Bon, bah, let's go. On va voir ça demain. Et puis voilà, c'est tout. On a fait le tour. Top. Ça t'a plu? Bah, franchement, c'était top. Ça... Je suis pas forcément le mec le plus à l'aise dans le podcast, mais c'était cool. C'est cool. C'était sympa. Bon Bien petit aimé. échange. Ouais, c'était sympa. Bon, bah, c'est parfait. Bon, bah, les Merci gars. beaucoup de ton invitation. Avec plaisir. Les gars, allez suivre comme d'habitude Baki sur tous ses réseaux. Merci. Son e-book, du coup, dans la description. Et le programme. Son site, s'il est sorti. Il sera sorti, on va faire En le tout cas, taf. il y a le site. Allez jeter tout un œil. Vous pourrez Inscrivez-vous enfin à tout ça. avoir des bonnes bases. Hein. Là, c'est le moment. Ouais. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Et puis, on lui donne toute la force pour la suite. Et puis, Merci en beaucoup, espérant que là, quand on sort ce podcast, bah, c'est bon, il est champion. 3 fois. C'est ça. On espère. Let's go. Let's go. C'est cool. Là, vous voyez vraiment le avant. Vous voyez qu'il est stressé quand même. C'est quand même c'est un enjeu pour moi. Hein. Je t'ai dit, en plus, il y aura ma famille qui sera présente. Voilà, là, je vais me pointer sûrement avec un t-shirt GOAT. Ah oui, là, c'est... Tu vas dessiner une chef dessus ou quoi? Tu vas dessiner une chef Je vais mettre GOAT en lettres capitales. Bon, bah parfait. Bon, merci force Flo. à toi, force pour la suite. Cultivons la force. T'as le mot de la fin pour les gens. C'est ça. Cultiver la force. Cultivons la force sans relâche et puis allez au bout de vos idées. C'est maintenant, c'est pas demain. Pas demain. Voilà. C'est beau. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.